On vous laisse la parole. Nous sommes tout oui. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, deux observations liminaires à faire. La première, c'est étant complètement aphone, ça m'évitera des grands moulinets oraux. Et la deuxième, c'est que bien entendu, vous l'avez rappelé, c'était il y a presque 10 ans que j'ai dirigé EDF. Je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait de plancher devant vous. Les sujets que vous avez évoqués mériteraient chacun qu'on y passe sans doute une journée entière. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension tarif, il y a la dimension Bruxelles et services publics. La dimension tarif, il faut bien dire un mot pour bien montrer que une entreprise comme EDF, qui n'est pas une entreprise, qui est un élément de notre histoire, porte en elle à la fois les tarifs comme l'entreprise, une dimension financière, une dimension technologique considérable. Vous avez en face de vous une entreprise, quand vous discutez avec aujourd'hui son président et tous ceux qui font cette entreprise, un investisseur de plus d'une 50aine de milliards d'euros dans les années à venir. C'est donc considérable, à la fois en montant d'investissement, en effet sur l'emploi et en, bien sûr, recherche technologique. Mais en même temps, qui ne voit que les tarifs de l'électricité ont une dimension sociale, une dimension qui touche chacun des Français et les plus démunis malgré tous les dispositifs au premier rang. Et donc il y a cet équilibre en permanence à trouver entre les valeurs du service public et l'efficacité économique qui est une dimension très grande. Si je reste d'une part sur les tarifs avant de revenir sur la dimension européenne. Sur les tarifs, on met dans tarif en quelque sorte une vision globale telle qu'elle peut l'être chez le client qui reçoit sa quittance d'électricité, comme on dit à EDF. Mais si on veut regarder les choses de plus près et ne pas s'asséner chacun des certitudes idéologiques, il faut bien voir qu'il y a au moins 3 dimensions dans le tarif. Il y a les éléments qui sont liés au coût, il y a les éléments liés aux taxes et les éléments liés à tout ce qu'on appelle, dans le fond, un bloc qui lui-même n'est pas homogène de contribution aux charges du service public, le CSPE. Et si on veut bien regarder ces différents éléments, on voit que les évolutions sont assez divergentes, pas nécessairement toutes complémentaires. Quand vous regardez les tarifs de l'électricité hors taxe, en monnaie courante, ils ont diminué. Alors je sais bien que c'est un propos qu'on peut tenir ici et que face à nos concitoyens, à vos électeurs, quand vous les voyez, ils ont une réalité différente. Mais la réalité pour l'entreprise, c'est des coûts de l'électricité stricto sensu hors taxe qui diminuent en valeur constante, une contribution aux charges du service public qui représente plus de 60 et quelques pourcents de l'augmentation des tarifs, et ces charges sont elles-mêmes très disparates, puisque au sein de ces 60%, en gros, 60% sont liés aux incitations au développement des énergies renouvelables. Et en même temps, on en parle beaucoup et peut-être on ferait mieux d'agir que d'en parler autant. Ce qui intéresse le tarif de première nécessité, qui ne représente que 5 à 6% de cette charge. Avec bien sûr des considérations qui font que l'ensemble de ces 3 éléments, CSPE, taxes et éléments de coût, évoluent dans des proportions très différentes et dans certains cas change complètement la physionomie de la concurrence, puisque l'équivalent des tarifs de première nécessité ou ces dispositifs-là, pour le moment, je sais qu'il y a en projet un chèque énergie qui sera une assiette plus large, mais pour le moment, ces charges ne pèsent que sur l'électricité et sur l'électricien.
Les tarifs, d'un mot, il ne faut pas non plus oublier que les tarifs dont notre pays a bénéficié jusqu'à une date très, très récente ont été à la fois les plus bas d'Europe, objectivement, et on peut le prendre sous toutes sortes de formes, et il suffit de regarder l'évolution de ce que paient les consommateurs à géométrie constante en Allemagne, en Italie ou en Belgique, pour voir à quel point la situation de l'économie française a été privilégiée. Je regrette que quand on fait l'analyse des 30 Glorieuses, on n'indique pas plus nettement que le prix de l'électricité, et le prix de l'électricité notamment pour les industriels, qui était en partie subventionné, il ne faut pas le dire à Bruxelles, mais c'était la réalité, en partie subventionné par les tarifs payés par les particuliers, et je crois que c'était un bon choix pour la réindustrialisation de notre pays au lendemain de la guerre. Si on a pu créer une industrie chimique, une industrie sidérurgique, de la chimie ou du papier, tous ces électro-intensifs, c'est uniquement, et notamment, parce que les prix de l'électricité étaient les plus bas. Donc c'est un élément considérable de la compétitivité de notre pays. C'est aussi un élément d'efficacité par rapport à d'autres sources d'énergie. Quand vous regardez sur une même base, en indiquant le coût de l'électricité comparé au fuel, au gaz de ville ou à toute autre forme d'énergie ou au carburant, vous voyez des évolutions qui vont du simple au triple. Et l'électricité est en base 100 et le fuel domestique ou le gaz de ville atteignant 200 ou 300. Donc on voit bien que le prix de l'électricité, c'est un élément extrêmement important de la compétitivité. Mais comme je le disais, il ne faut pas regarder... Il y a bien sûr l'aspect social et la facture globale que paie le consommateur. Mais il ne faut pas oublier en même temps que ces éléments-là sont des éléments, bien sûr, de politique sociale, si on veut voir l'effet sur le pouvoir d'achat, mais on ne peut pas, par le prix de l'électricité, faire toutes les politiques transversales comme si elles n'avaient pas une incidence financière, industrielle, sur les comptes de l'entreprise. On ne peut pas attendre d'une entreprise qu'elle finance des investissements aussi importants et considérer qu'une partie de ses recettes peut être maniée, certes pour des raisons sociales tout à fait éminentes et sympathiques, mais sans que ça ait de conséquences sur la vie de l'entreprise ou sur la... Qui dit recettes en moins quand au dernier moment, dans le profil d'évolution des coûts, on réduit cette augmentation de moitié. Je n'ai pas à la commenter sur un plan politique, mais ça veut dire que dans la mesure où c'est calé sur des coûts et que ces coûts complets existent, il faudra s'endetter. Et il faudra qu'EDF s'endette, et s'endette, c'est à la fois plus coûteux, et ça a toute une série de conséquences dès lors que vous êtes un monde qui est ouvert, vous le rappeliez tout à l'heure, à la suite des différentes directives européennes. Donc je crois qu'il faut à la fois ne pas perdre de vue ces différentes dimensions, mais il faut rester, pour conclure sur les tarifs, je répondrai bien sûr à toutes vos questions, pour rester sur les tarifs un instant, il faut à tout le moins que le système tarifaire couvre les coûts complets. Quand le système de tarifs ne couvre pas les coûts complets, on rentre dans une course-poursuite de retard, et qui dit retard dit réaménagement tarifaire à un moment ou à un autre, avec des augmentations importantes, mais qui n'ont pas de rapport avec l'évolution des coûts et l'efficacité de l'entreprise. Quand on décide qu'on aurait dû peut-être plutôt développer les énergies renouvelables et que ce soit du photovoltaïque ou de l'éolien, il faut savoir que vous faire assumer à l'électricien un certain nombre de charges de cet ordre a un coût et ne peut pas être en quelque sorte passé en pertes et profits en pensant que les tarifs sont des tarifs purement administrés et qu'on fait la politique sociale. Il me semble que la réflexion sur notamment le rôle des entreprises publiques dans ces politiques a amené depuis longtemps à comparer et à savoir que si on veut mener une politique sociale, c'est pas uniquement à travers les tarifs de la SNCF qu'on mène une politique familiale. Si on veut essayer de traiter a posteriori la situation des plus démunis, c'est pas uniquement en demandant à EDF de le financer. Que
Je me souviens, dans la période où j'étais en charge d'EDF, de discussions à l'infini, parce que c'était un personnage sympathique, avec le président Lula, qui disait l'eau et l'électricité devraient être gratuites. Et c'est un bien dont le rôle est tellement important dans la vie sociale qu'on ne devrait pas le faire payer. Et moi, un peu avec tout le respect que je lui devais, je disais que ce soit gratuit pour le client, c'est votre responsabilité. Que le coût soit supporté par quelqu'un, c'est ma responsabilité de le dire. Au Brésil, tout d'un coup, on ne fabriquait pas de l'électricité gratuitement. Donc il faut bien distinguer ces deux aspects tout au long des discussions ou des auditions que vous mènerez sur le problème des tarifs. Vous avez cité la dimension européenne. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise en 98 et on m'a laissé royalement dans ma lettre de mission 6 mois pour faire ce qu'on n'avait pas fait au cours des 6 dernières années. Et j'ai essayé de m'acquitter de cette tâche aussi dans des conditions aussi satisfaisantes que possible pour notre gouvernement et le respect qu'il avait de respecter ces directives. Mais je regrette au fond de moi-même, et je sais que vous avez entendu le président Boiteux qui pourrait en parler encore plus savamment que moi, je pense que d'une certaine façon, on a eu tort de se rendre. On a eu tort d'appliquer une directive dont on voyait qu'elle ne s'appliquait pas bien à l'électricité, qui est un bien, comme vous le savez, qu'on ne stocke pas. Et les règles de libéralisation qui identifient les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs, et qui parmi les opérateurs pensent que plus il y en a, plus ils font concurrence, plus les prix baissent et plus le consommateur est heureux, est une absurdité. Dans un produit comme l'électricité qui ne se stocke pas, vous avez besoin, et si notamment vous avez quelque idée de ce que la continuité comme valeur essentielle du service public, pour assurer la continuité du service de l'électricité à l'heure de pointe, là, dans les jours qui vont venir à 20 heures, vous êtes amené à mettre en service peut-être un moyen de production, que ce soit un barrage, une centrale nucléaire ou ce que vous voudrez comme une centrale thermique. Il faut mettre en œuvre un moyen qui peut-être ne servira qu'une fois dans l'année pour que l'heure de pointe de 20h à 21h soit couverte. On conçoit bien dans ces conditions-là quel est l'investisseur privé qui ira investir des sommes considérables dont la rentabilité ne sera assurée que par une heure de fonctionnement dans l'année. Et donc on voit bien que par essence, dès lors qu'on est attaché à quelques valeurs de service public et notamment la continuité et la qualité du service, il y a une dose de régalien nécessairement et dans le fonctionnement d'une industrie qui est très capitalistique et dont la rentabilité de l'investissement ne peut pas être le seul guide. Moi, je peste en général, non seulement parce que j'ai mauvais caractère, mais parce que je pense que assigner à l'État le fait d'être un bon actionnaire est une vision courte des choses. Si l'État était simplement un bon actionnaire à EDF, jamais on n'aurait construit une centrale nucléaire. On aurait construit des cycles combinés gaz qui quand le prix du gaz est bas, aurait donné le sentiment de faire quelque chose d'efficace et d'être rentabilisé en 2-3 ans. Quand le prix du gaz est élevé, vous auriez fermé votre centrale. C'est parce que il y a, et c'est ensuite je plaide pas nécessairement pour n'avoir que du nucléaire, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce domaine-là, il faut avoir une vision longue des choses. Et l'intérêt collectif n'est pas assuré uniquement par la rentabilité et les critères financiers habituels. Être un bon investisseur, quand on est l'État en matière d'énergie, c'est garantir à la fois son indépendance énergétique, le développement durable, des préoccupations de toute nature de ce type-là. On le savait. Et je pense que le gouvernement français ou les gouvernements qui se sont succédés avant, dans la décennie 90, ont essayé de convaincre que la libéralisation, pour prendre le terme approprié à Bruxelles, repris dans les directives, la libéralisation du marché de l'électricité n'était pas
applicable comme elle l'est dans le transport aérien ou même dans le gaz qui se stocke et qui a des mouvements moins erratiques sur les prix. Tant et si bien que, comme les convertis de la dernière heure, on a mis beaucoup d'énergie à essayer de traduire dans les faits cette directive. On a ouvert le marché, d'abord pour les gros clients et puis progressivement pour les clients domestiques et tout. Pour faire l'histoire courte, on savait pertinemment que ça mettrait, à un moment ou à un autre, ça fragiliserait le système électrique. Et on l'a vu, non pas par une espèce de préscience, mais c'était la période où, aux États-Unis, une grande panne a affecté le nord-est des États-Unis pendant pratiquement 48 heures. Le système s'est effondré. La non-coordination entre le gestionnaire ou les gestionnaires de réseaux de transport, puisque c'est par État aux États-Unis, et l'opérateur a fait que pendant pratiquement 3 jours, cette partie des États-Unis était complètement dans le noir. Plus proche de nous, c'est pas uniquement aux États-Unis ou dans des pays en voie de développement. Vous vous souvenez peut-être d'une nuit blanche qui devait être le phare des mois d'été à Rome et qui a été une nuit noire épouvantable parce que, encore une fois, une panne du système électrique a rendu toute opération difficile. Donc aujourd'hui, moi je crois, et on voit bien dans le monde que d'un certain nombre d'États, par exemple aux États-Unis, reviennent à une forme de régulation. Tout ça pour dire que je crois qu'aujourd'hui, la libéralisation mérite d'être tempérée par un certain nombre de considérations sur justement d'intérêt général. Et si on veut bien garder en tête la définition du service public, on s'aperçoit que, pour notre grand malheur, on est le seul pays au monde qui l'ait démontré, mais un système de monopole régulé aboutissait au même résultat que ceux que l'économie libérale souhaitait voir faire pour aboutir à des prix les plus bas du marché et à la meilleure qualité de service. Quand je dis les prix bas du marché, il suffit de regarder les statistiques pour le voir. La meilleure qualité de service, ça se mesure en temps de coupure. Et le temps de coupure du monopole régulé, c'est-à-dire moins d'1 heure, il n'y a pas, et sur l'ensemble du territoire, avec sa diversité urbaine et rurale. Il n'y a pas de pays en Europe, à la veille de la libéralisation, qui ait eu un temps de coupure aussi faible que le nôtre. Je ne parle pas des régions qui sont de taille beaucoup plus petite et en univers complètement urbain où la notion de panne ou d'intempérie n'a pas d'effet. Mais si on veut continuer à mettre en avant les principes sur lesquels cette entreprise a été fondée en 1946, c'est-à-dire la meilleure qualité de service en tout point du territoire, avec une égalité de traitement que vous habituez au pied d'un barrage ou à un écart très grand, et bien à ce moment-là, il faut tempérer les considérations d'efficacité économique par des considérations d'intérêt général. Et cet intérêt général qui peut prendre à la fois des aspects sociaux, des aspects environnementaux de toute nature. Cette entreprise est une référence dans le monde et je pense qu'aujourd'hui, le président Boiteux a marqué une période et notamment il a démontré que avec un monopole régulé, on pouvait reconstituer dans le fond la même efficacité économique que lorsqu'on est dans le marché, avec un système de tarification au coût marginal, comme il l'a, lui et un certain nombre de ses collègues dans ces années 60, il l'a démontré. Il nous reste à démontrer le mécanisme inverse. Est-ce que dans une économie de marché, on est capable de réintégrer de façon non cosmétique des préoccupations sociales, environnementales, tout ce qu'on veut bien mettre derrière développement durable et social? Et quels sont les mécanismes que l'on doit réintroduire pour que, à côté de l'efficacité économique qu'on juge à travers les ratios d'endettement et les calculs habituels que font les analystes, une dimension sociale qui est indiscutable
dans le secteur de l'énergie et a fortiori dans un pays comme le nôtre. Je ne sais pas si j'ai répondu à certaines de vos questions, mais... Tout à fait, je vous remercie, Monsieur le Président, donc de cette présentation introductive. Ça va nous permettre comme ça aux uns et aux autres de pouvoir poser quelques autres questions.